Mesdames, Messieurs, la ligne directrice de ce cours, vous l'avez remarqué, est que la fonction représentative apparaît comme une fonction englobante, car en tant qu'elle assure la participation des citoyens par l'intermédiaire de leurs représentants à la vie politique et à l'exercice de pouvoir, elle permet en même temps l'exercice des deux autres fonctions essentielles que sont la production législative et le contrôle de l'action gouvernementale. Examinons maintenant de près chacune de ces deux fonctions, avant d'ailleurs que des analyses plus techniques soient réalisées par les fonctionnaires parlementaires eux-mêmes sur quelques-uns de leurs aspects particuliers. Et nous commencerons d'abord par des principes de légistique qui commandent la rédaction des lois et qui sont au cœur de la fonction de production législative. Il est certain, et chacun peut le comprendre, que l'on ne peut pas se lever tous les matins et rédiger tout de suite une loi. C'est une épreuve assez particulière qui fait appel à un certain nombre de considérations qui, en tout cas, présentent pour le commun des mortels un certain nombre de contraintes. De toutes les façons, même si elle n'est pas fermée à ceux qui ne sont pas juristes, contrairement à ce que l'on pourrait parfois penser, et d'ailleurs, la rédaction des textes juridiques, souvent dans les pays africains, n'est pas majoritairement le fait des juristes spécialisés, mais des techniciens, des experts techniques des disciplines particulières, telles que agronomes, experts scientifiques, etc. Dans tous les cas, il y a un certain nombre de principes qui doivent permettre la compréhension et l'intelligibilité de la loi. Ces principes forment ce qu'on appelle des principes de légistique, entendus au sens de règles de rédaction de la loi autour d'un certain nombre de règles ou de méthodes qui certes ne nous conduisent pas, comme souvent on l'a dit, de parler à propos de la légistique d'une véritable science, mais plus modestement sans doute d'un savoir-faire la loi. Il est certain que si on ne sait pas écrire la loi, eh bien, on fera de très mauvaises lois. Et notre univers juridique est souvent le cimetière de très mauvaises lois qui partent d'un très bon principe, mais qui sont des lois incompréhensibles, des lois obscures, des lois floues, et surtout qui sont inapplicables. Et c'est ce qui est très grave, car l'objet d'un texte comme un texte de loi, qui est un outil contraignant, est précisément de trouver application à travers des effets juridiques très précis. C'est donc dire que la rédaction d'une loi fait appel à une sorte de savoir-faire, je l'ai dit, qui obéit à deux séries d'éléments qui structurent cet exposé. Tout d'abord, grand A, un style de rédaction littéraire. Nous verrons ensuite dans le grand B, un format juridique particulier à respecter. Tout d'abord, grand A, un style de rédaction littéraire. Évidemment, il s'agit d'écrire et il faut surtout savoir bien écrire. Tout est donc ici surtout affaire de style. Et comme avait dit l'autre, si le style c'est l'homme, alors la loi est l'expression de ce que l'homme sait faire. Et les bonnes lois sont souvent des lois très simples, très claires, et qui établissent leurs objectifs, qui décrivent leur régime et qui mettent en place de manière très claire les conséquences qu'il faut en attendre, et notamment la sanction de leur violation. Ce style est d'abord un style littéraire. Vous avez parfois de très bons juristes qui sont de très mauvais écrivains. Il s'agit d'abord de rédiger la loi. Ce sont donc des règles et principes de style qui doivent être respectés ici. J'ai déjà évoqué devant vous la clarté. J'ai déjà aussi, je crois, parlé de simplicité. Je crois qu'il faut aller un peu plus loin et parler d'une rédaction qui tienne en compte des questions de concordance des temps. C'est très important, d'autant plus qu'on verra que le style de la rédaction du droit, lorsque le texte est contraignant, est
est un style de rédaction dans un présent de l'indicatif. J'aurai l'occasion d'y revenir, j'espère. En tout état de cause, il faut respecter la concordance des temps. Il faut respecter une sorte de rythme de rédaction, au fond, que l'on apprend dans les cours de littérature, c'est-à-dire des phrases faites en sujet, verbe, complément, point. C'est ce que nous appellerons des propositions normatives. Toute proposition normative doit comporter un sujet, un verbe, un complément. Et c'est ainsi que le style de rédaction doit surtout permettre de bien rédiger en français, qui est la langue que nous partageons dans l'espace francophone. Et donc, les lois votées dans les systèmes francophones doivent être des lois faites dans un français le plus correct possible. Il n'est donc pas interdit à quiconque, même s'il est technicien, d'écrire en bon français, car c'est la condition d'un style particulier. Cette condition est nécessaire, évidemment, mais elle n'est pas suffisante. Il faut encore que la rédaction de la loi respecte un format technique très particulier. Il s'agit ici, bien entendu, évidemment, du fond des choses. Mais j'insiste à nouveau sur la question. Le fond du droit ne qualifie pas immédiatement les juristes comme les seuls de même à élaborer des lois. Il est vrai que ce format est le cœur même de l'expérience des juristes, et tant au gouvernement qu'au Parlement existent des fonctionnaires experts dans la maîtrise de ce format et qui sont en mesure d'encadrer le processus d'élaboration et même finalement de modification lorsqu'elle arrive au Parlement de la loi. Ce format est un format qui comporte deux aspects. Tout d'abord, la structure, évidemment, du format, et d'autre part, le fond même des choses. Si nous examinons d'abord la structure du format, on verra qu'il y a toujours une certaine structure dans les textes de loi. Cette structure est une division en 2 ou 3 grands temps. Il est d'abord certain qu'il y a toujours dans une loi les visas de la loi. Ces visas indiquent les textes de référence de celle-ci. Ils sont très importants, à commencer par le premier des textes qu'il convient toujours d'évoquer quand on élabore une loi, c'est la Constitution. Et souvent dans les articles déterminés de celle-ci qui renvoient à la matière qui va être traitée. Mais il est aussi possible d'évoquer pour cette loi les décrets du gouvernement, notamment du président de la République par décret en Conseil des ministres, ou les décrets simples même du président qui définissent les tâches du gouvernement et qui opèrent la différenciation ministérielle afin de bien clarifier le ministère qui est en charge de l'élaboration du projet, s'il s'agit d'un ministère, du projet de loi en question. Il est même possible d'évoquer dans les visas d'autres textes. Toujours est-il qu'il y a un fondement de la loi. Ensuite, deuxième considération importante, la loi doit indiquer l'Assemblée qui est à l'origine du texte qui va être adopté. Ça peut être dans un système monocaméral uniquement à l'Assemblée nationale, et la formule sera l'Assemblée nationale, après discussion, a adopté, mais dans un contexte bicaméral, ce sera après, en tenant compte évidemment de la navette de toutes les discussions, le Sénat a adopté, si c'est le texte du Sénat, et si c'est les deux, évidemment, c'est l'Assemblée nationale et le Sénat réunis en congrès. Toutes les possibilités, toutes les formules existent, mais il faut indiquer l'Assemblée ou du Parlement qui est la source de la loi qui est ainsi discutée et adoptée. Un troisième moment de cette structure est lié à la division, à l'organisation, je dirais plus simplement, des dispositions de la loi. Cette organisation doit en principe, et là c'est un élément du style de rédaction qui renvoie à la simplicité, en une division la plus simple possible. Il n'est donc pas
il n'est donc pas inutile de rédiger des lois les plus simples possibles qui commencent par les articles qui les commandent, c'est-à-dire la loi commencerait tout de suite par l'article 1er jusqu'au dernier article et à la date, évidemment, où elle a été adoptée. Mais généralement, les besoins de composition et d'organisation interne conduisent à adopter une organisation en chapitres. Cette organisation permet d'ailleurs, le cas échéant, une division de ces chapitres en sections et le cas échéant des sections en paragraphes. On voit ainsi progresser la pensée juridique, le développement de la loi à travers ces multiples évolutions, ces multiples évolutions et démarches. Mais l'organisation peut devenir plus complexe. Et dans ce cas, on voit des lois qui comportent de véritables livres. Mais on est ici, évidemment, dans des lois très grosses, et notamment des lois de codification, qui sont des lois qui, et notamment dans le cadre de la codification à droit constant, qui en fait viennent rassembler des textes épars partout. Le Parlement a besoin, pour des raisons de cohérence, de les ramener en une loi unique, et là de faire intégrer, notamment dans la partie législative de la loi, l'ensemble, évidemment, de ces dispositions législatives éclatées, éparpillées à peu près partout. Donc, cette structure est extrêmement importante. Le deuxième aspect de cette structure, c'est qu'elle fait apparaître le dispositif, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait le cœur de la loi. Dans nos textes juridiques, il y a ce qui fait loi, et seule la rédaction en dispositif fait loi. Il peut toujours y avoir, évidemment, une rédaction en forme souple, libre, où on indique des choses. D'ailleurs, je voudrais indiquer ici que la loi, lorsqu'elle va être introduite, comme nous le verrons, elle est généralement accompagnée d'un exposé de motifs dans lequel les grandes dispositions qui forment le dispositif sont expliquées, y compris dans l'origine historique et dans leur développement progressif. L'exposé des motifs est extrêmement important parce qu'il va permettre de voir si la loi correspond à sa nécessité, si elle correspond à un besoin, oui, bien entendu, si elle ne viole pas d'autres lois qui existent déjà, si elle ne vient pas se surajouter à d'autres mécanismes législatifs déjà en vigueur. Donc, cette rédaction sous la forme d'un dispositif est très importante. Ce sont les articles. C'est ici que le génie juridique doit être apprécié à sa valeur et à sa juste valeur, où nous avons tendance parfois, nous juristes, à dire que le droit est une discipline technique très particulière. La fonction principale d'un article, c'est d'introduire une proposition normative. Nous devons le plus possible en rester là, sujet, verbe, complément. Mais 3 situations doivent être ici évoquées. Première situation, on élabore une loi nouvelle à partir de l'inexistant. Il n'y avait rien auparavant. Deuxième situation, on modifie les lois existantes. Et troisième situation, on abroge des lois existantes, tout purement et simplement. Évidemment, le cas le plus courant est celui dans lequel les 3 situations tendent à se retrouver. Et là, évidemment, la légistique, c'est tout le génie d'à la fois créer une disposition, la compléter par une nouvelle disposition et modifier celle qui vient d'être remplacée par une disposition nouvelle et prévoir l'abrogation de celle qui n'aura plus désormais cours. Et dans tout cela, voir comment la nouvelle rédaction va entrer en jeu. On dira donc ici, dans ce jeu très complexe, qu'il y a 2 dimensions. Première dimension, on va faire dans l'article une proposition normative. Exemple, la loi va créer une institution nouvelle. On dira article 2, puisque l'article 1 va dire la loi présente a pour but d'assurer la gestion du service public des eaux. On va dire, article 2, il est créé à cet égard un service public national des eaux dont la fonction est 2. 3 points de suspension et la fonction
l'objectif de la fonction est précisé, à moins que l'objectif de la fonction ne donne lieu lui-même à un article 3 qui s'appelle objectif. Toutefois, si on en reste à simplement, il est institué un service public national des eaux, le législateur peut avoir besoin d'en rester là. Et donc, au-delà de la proposition principale, proposition normative, il va créer tout de suite une proposition secondaire que l'on appelle l'alinéa. L'alinéa est une proposition seconde qui vient en dessous de la proposition principale. Alors, pour distinguer parfois la proposition principale de la proposition secondaire, on adopte soit des méthodes par tiret, soit une méthode alphabétique, petit a, petit b, petit c, qui n'est pas très jolie, mais bon, qui a le mérite d'être simple, et plus généralement une méthode numérique, petit 1, petit 2, petit 3, permet de distinguer les différentes situations où on va donc, par exemple, abroger la mise en place, l'institution, notamment par voie de décret, je reviendrai sur ce point, va avoir pour effet de mettre fin à l'action jusque-là en vigueur du service qui assurait cette gestion. Vous voyez donc comment la disposition alinéa va abroger une disposition. Et tout de suite, dans un autre alinéa, les conditions de fonctionnement de la nouvelle institution seront précisées par voie réglementaire. On fait entrer ici une dynamique nouvelle qui est l'idée que, en principe, les lois sont généralement d'application immédiate. Mais il est difficile de savoir, surtout lorsque les principes de légistique n'ont pas été correctement respectés, si cette disposition législative est d'application immédiate. Et donc, il n'est pas interdit au législateur d'introduire de lui-même, par l'effet de sa volonté, la nécessité pour certaines dispositions de la loi de recourir au pouvoir réglementaire. Il s'agit ici du pouvoir réglementaire d'application de la loi, bien entendu, du pouvoir d'exécution des lois. Et plusieurs formules peuvent exister. On peut se borner simplement à indiquer que la présente disposition fera l'objet d'un décret, et sera précisé d'un décret pris en Conseil des ministres ou d'un décret du Premier ministre. Ou alors, s'il s'agit d'un acte réglementaire ministériel, on dira par arrêté ministériel, mais généralement, ce sont dans les règlements qu'on retrouve ce genre, évidemment, de renvoi. On dira ici simplement, sera précisé par voie réglementaire. Et cela veut dire que, bien que la loi soit entrée dans le détail, et a fortiori, lorsque la loi se borne à fixer, pas à fixer, à déterminer les principes fondamentaux, elle laisse au gouvernement le soin de préciser les modalités d'application de celle-ci. On voit donc que ici se développe un ensemble de méthodes très techniques qui donnent à la loi une structure et un format bien particulier qui, au demeurant, et on terminera par là, permet par ailleurs de préciser encore un certain nombre d'éléments. On dira ici, pour aller au plus court, que, évidemment, la loi doit prévoir les dispositions du régime qu'elle met en place, le régime que la loi met en place, à travers différentes dispositions touchant au délai, touchant aux conditions d'organisation et de fonctionnement, sans préjudice pour le renvoi, évidemment, à l'exercice du pouvoir réglementaire, mais elle prévoit aussi et surtout des mesures transitoires pour gérer le cas où une mesure abrogée doit se superposer avec la nouvelle mesure existante. Il y a toujours une période transitoire en termes de délai où l'ancienne mesure va peut-être survivre jusqu'à ce que le décret ou l'arrêté prenant la nouvelle mesure entre en vigueur ou que la loi soit véritablement considérée comme devenue définitivement applicable. En troisième lieu, la loi prévoit généralement des dispositions diverses. C'est une question extrêmement importante parce que ici, il y a toute une série de dispositions qui sont des dispositions d'accompagnement, puisque c'est pour cela qu'elles sont
diverses relatives au fonctionnement des comités consultatifs ou des commissions, par exemple, notamment la participation de la société civile ou des associations à l'action ainsi mise en place par la loi, etc., notamment relative au financement aussi des mesures qui peuvent ne pas être au cœur des dispositions du régime. Toute une série de dispositions diverses qui doivent être prévues. Et enfin, la loi rédigée doit prévoir des dispositions finales qui concernent évidemment son entrée en vigueur. C'est très important car les dispositions finales permettent de finaliser la loi et elle se termine elle-même par, évidemment, le rappel, le cas échéant, de la promulgation de celle-ci. Le rédacteur, qui est le juriste-lateur, saura évidemment que ce délai est généralement de 15 jours, 8 jours en cas d'urgence, eh bien, mais il peut y avoir d'autres dispositions finales, notamment celles indiquant que la loi votée sera publiée au journal officiel de la République ou affichée dans les panneaux divers aux différents territoires où elle est applicable 24 heures après avoir été, c'est un délai encore, après avoir été diffusée, puisque le principe qui prévaut, c'est que nul n'est censé ignorer la loi. Ainsi se présente donc sous la forme de quelques principes et méthodes la légistique. Il ne s'agit pas d'une science ni d'un cadre rigide. Et d'ailleurs, la rédaction des autres textes juridiques tels que les décrets, les arrêtés, mais même les circulaires, obéissent à ce schéma. Il faut toujours, qu'en tout cas après avoir respecté le style de rédaction, que dans le cadre du format technique, que le rédacteur juriste soit juriste sans être forcément juriste et prenne en considération tout ce qui peut faire des dispositions de la loi, des dispositions aussi complètes et aussi que fondées que possible. Le but, c'est d'éviter que la loi ne soit pas comprise, c'est d'éviter que la loi ne soit pas appliquée et d'éviter, troisième lieu, que la loi ne subisse, c'est le cas aujourd'hui de plus en plus, les fourches codines du contrôle de conformité à la Constitution. Dans ce cas d'ailleurs, on voit que lorsque l'organe qui est chargé de ce contrôle, cour, conseil, etc., exerce des réserves d'interprétation, c'est souvent des questions, plus des questions de méthode que véritablement des questions de fond. Mais ces besoins, questions de légistique sont très importantes. Alors, vous pouvez être chargé vous-même de rédiger ce guide dans votre service par votre hiérarchie, et vous avez des modèles de guides qui circulent. Ils ne sont pas très récents, en tout cas, non, c'est pas qu'ils ne soient pas très récents. Précisons bien les choses. L'idée est assez récente. Pour preuve, le guide de rédaction des lois auprès de l'Assemblée nationale française ne date que de 2008. Et vous pourrez le trouver dans le cours, en ligne, sur le site de l'Assemblée nationale. Il est de 2008. Il fournit toute une série de renseignements. Il ne s'agit pas de devenir maître et savant, possesseur de la science de rédaction de la loi, mais de faire en sorte que la loi, qui est l'expression de la volonté générale, corresponde bien à ce qu'elle doit être. Un texte qui restitue le fait pour le citoyen d'avoir voulu pour lui-même et pour le peuple. Je vous remercie.